Alors, on va commencer. Alors, bienvenue tout le monde après très longtemps qu'on a fait une pause. Et voilà, alors, je suis très content qu'on commence avec toi, Gabriel. Ah, c'est très gentil. Voilà, ça nous manquait un peu la littérature. Et voilà, on se voit chaque semaine comme toujours, comme ça fait déjà, je pense, plus d'un an et demi, presque 2 ans, non? Qu'on fait les Zooms de patrimoine et culture. Bah, ça a commencé pendant le confinement, enfin, ou juste avant le Voilà, au confinement. début du confinement. Voilà. C'est ça Super. ce qui a été marquant. C'est que ça nous Alors, a bien, ça nous a aidé à survivre pendant le confinement. Survivre. C'est un peu ça, hein. bon, Oui, absolument. Bon, à vivre, à vivre. à Ouais, vivre. à vivre plutôt. À vivre. Bon, bah, merci beaucoup, Yoav, encore une fois, pour ce que tu fais. Et moi, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie qu'il y ait un peu de monde. Je me suis dit, après une si longue absence, on va se retrouver à trois. Yoav Rossano, enfin peut-être quatre avec ma maman, mais donc et Doris cinq. Voilà. Donc merci aux fidèles d'être là. Merci à tous et bienvenue à Léon Sibéoni, que voici sous Le nom de Martine. le nom de Martine en 2 mots. Voilà, comme ça, il est bien caché, on ne le voit pas. Et donc, Léon Sibéoni, vous êtes à Remiremont, là, dans les Vosges. Oui, oui, à côté de Remiremont, voilà. Alors, excusez-moi juste. Vous m'entendez? On vous entend très bien, mais on voit la moitié de votre visage. Alors, ou bien vous levez C'est un peu bon. la tête, ou vous soulevez votre Je lève la caméra. ordinateur. Attendez, voilà, c'est Voilà, bon. comme Non, ça, non, mais ouais, juste un peu c'est bon, mieux là? cadré. Ouais, très Voilà. bien. Très bien, juste que ce soit un peu mieux cadré. Donc, votre livre, là, on va parler, pardon, c'est un lapsus révélateur. Le titre du livre est Sortie d'Égypte. Voilà, Sortie Oui. d'Égypte, ou la folie ordinaire d'une famille juive entre Le Caire et Villiers-le-Bel. Alors, en fait, le sous-titre est vraiment le résumé du livre. La folie ordinaire d'une famille juive entre Le Caire et Villiers-le-Bel, puisque Léon Sibéoni, vous êtes né au Caire en 1951. Vous avez Oui. quitté l'Égypte en 56, vous allez nous le raconter. Vous êtes d'abord passé donc en 56, suite à la guerre du canal de Suez, à l'arrivée de Nasser, vous allez nous le raconter, hein, tous les Européens et les Juifs sont partis Oui. donc, du jour au lendemain. Et vous avez atterri, après quelques péripéties, en passant par l'Italie et le sud de la France, à Villiers-le-Bel, donc une banlieue parisienne, qui a été, à part ça, dont on a beaucoup entendu parler il y a une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années même. Il y avait eu des émeutes terribles. C'est ce qu'on appelle les banlieues. Enfin, aujourd'hui, c'est une banlieue très populaire avec des tas de problèmes liés à l'immigration, à la non-intégration, etc. Et ça va être aussi, votre livre en cela est hyper intéressant parce que c'est vraiment un récit de vie qui est d'abord qui surgit. C'est votre récit, surtout au début. Ce qui est très intéressant, c'est que les chapitres sont, comment dire, ils sont chronologiques, c'est-à-dire on part de votre petite enfance, mais et on termine lorsque vous faites votre internat. J'ai oublié de dire que vous êtes pédopsychiatre, donc à Remiremont. Je suis pédiatre. Je suis Ah, pédiatre. excusez-moi, d'accord. Mais c'est vrai qu'actuellement, je fais de la pédopsychiatrie uniquement, puisqu'il y a un gros manque de pédopsychiatrie. D'accord. Donc j'exerce une fonction de pédopsychiatre. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et donc, merci pour les précisions. Et alors, ce qui est intéressant, ce que je disais juste, c'est que c'est qu'en fait, les chapitres donc, sont chronologiques du début jusqu'à plus ou moins enfin, voilà, votre installation comme pédiatre à Pas Remiremont. complètement, parce que ça bouleverse quand même, ça désoriente quand même certaines personnes, parce que je ne commence pas de manière vraiment chronologique. Non, alors oui, en même temps, c'est mélangé. Oui, mais bon, vous ne me laissez pas finir. Bon, alors vous avez raison. Allez-y. Vous avez raison, parce que ça part effectivement dans tout. Enfin, pour moi, il y a quand même. C'est chronologique et pas. En même temps, c'est complètement transversal. Évidemment, il y a un peu des allers-retours. Et enfin, bon, moi, c'est écrit d'une manière très particulière. C'est très parlé. C'est très bien écrit. Souvent, c'est très drôle parce que de toute façon, votre vie, elle était tragicomique. Elle était à la fois tragique. Mais c'est ça. Hein, oui, c'est vrai. Alors, je vais vous laisser parler. C'est comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que ce livre a surgi en vous? Il a jailli. Oui. Racontez-nous le début. Vous le racontez dans le livre. Oui. Non, mais je le raconte en quatrième de couverture. Finalement,
mais il a surgi à un moment, mais c'est possible qu'il y a eu plein de petits facteurs qui fassent que la mémoire revienne. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà les émeutes à Villiers-le-Bel. Ah oui. Voilà. Donc là, il y a une quinzaine d'années, ça Oui. vous a rappelé des souvenirs. Ah oui, j'ai dit, tiens, Villiers-le-Bel, mais de mon temps, c'était pas comme ça, et puis ça existe encore. En fait, j'avais complètement, je déniais Villiers-le-Bel complètement, je l'avais complètement enfoui. Voilà. Et puis, ensuite, c'est très On ne curieux. vous voit pas bien, hein. Excusez-moi, Oui, on ne vous voit pas bien. Voilà, comme ça, voilà, c'est mieux. bon, voilà, je vais essayer de... Ouais. Regardez la caméra. Ouais. Ensuite, il y a eu un autre élément très curieux, c'est que mon collègue dans le service hospitalier à Remiremont cherchait un stage. Lui aussi est pédiatre, il cherchait un stage de pédopsychiatrie parce qu'on fait beaucoup de pédopsychiatrie. Voilà. Et il s'est vu refuser à Paris, il s'est vu refuser partout. Et puis, il s'est retrouvé à Gonesse. Mais à Gonesse, tiens, j'ai dit, c'est curieux. C'est là où ma maman avait travaillé. Tiens. Et donc, qu'on le veuille ou pas, c'est remonté progressivement jusqu'à ce moment où j'étais en Islande, où on faisait plein de restaurants très chics, très chers et autres. Et à un moment, ça me correspondait plus. Ça me correspondait plus. Et j'ai éclaté. J'ai dit, je veux un fish and chips. Voilà. Et puis, comme ils me regardaient, et mes amis me regardaient atterrés, d'un seul coup est sorti je ne sais d'où. C'est là où on se pose des questions des fois. Voilà. C'est pas à vous qu'on faisait ramasser des pièces de 20 centimes par terre. Et mais cette histoire-là, je ne me l'étais jamais plus racontée depuis 30, 40, 50 ans, 60 ans. Voilà. Donc, et à partir de là, il y a plein la mémoire a surgi, mais elle surgissait en pièces détachées. C'est-à-dire que il y avait pas c'est pour ça que j'insiste sur la chronologie, parce qu'il n'y avait pas de chronologie. Il y avait des histoires qui arrivaient du Caire, des histoires qui arrivaient de Villiers-le-Bel, des histoires qui arrivaient de Marseille. Et puis après, bon, je les ai mis en ordre comme j'ai pu. Voilà. Elles sont, Voilà, mais la mémoire était enfouie, c'est-à-dire que c'est les sous-couches. Et il y a des couches qui remontent, des couches qui repartent. C'est un peu comme les déserts en Islande. Lorsqu'on vous lit, on voit qu'il y a un besoin d'écrire parce que vous avez une enfance vraiment très, très particulière et dans laquelle il y a plusieurs éléments qui nous amènent à des sujets de société, en fait. Alors, à commencer par les Juifs d'Égypte. Parce que vous étiez un Juif égyptien, enfin pas égyptien, vous étiez un Juif français en Égypte. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette particularité, la nationalité des Juifs en Égypte? Alors, moi j'étais français parce que j'ai bénéficié de la loi Crémieux par mes ancêtres, si on veut. Donc, vous aviez voilà. un ancêtre qui était algérien, c'est ça? Voilà, et qui s'est déplacé, l'arrière-arrière-grand-père, donc je raconte, qui s'est déplacé, et, voilà, qui était parti, je crois même à Jérusalem, qui est revenu de Jérusalem, qui s'est installé en Égypte. Enfin bon, il y a eu des déplacements. Mais tous les Juifs n'étaient pas français. Là, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient apatrides, il y avait des Juifs qui étaient italiens, des Juifs qui étaient anglais. Voilà, des Juifs de toutes les nationalités étaient voilà. Et puis. Mais pas égyptien. Et la nationalité égyptienne alors? Non, il n'y avait pas de nationalité égyptienne, effectivement. Ou bien il y en avait une, elle était réservée? Oui, elle était réservée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de Juifs égyptiens. Je ne crois pas. Autour de moi, je ne vois pas trop de Juifs égyptiens. Voilà. Voilà. Je ne sais même pas si parce que j'ai un oncle qui avait, donc je le dis assez rapidement, qui est resté là-bas, qui était avocat au Caire et qui a accompagné Anwar el-Sadat dans son voyage à Jérusalem. Voilà. Et alors, mais cet oncle était très arabophone, il était très arabisé et il voulait absolument pas partir en Israël. Donc, il voulait rester là où il était, là où il habitait. Alors, ça, c'est très intéressant, effectivement. Je ne pourrais pas vous dire la nationalité de l'oncle, c'est pour ça que ça, D'accord. Donc, vous aviez… Mais je pense… Oui. Ouais. C'était un frère de votre mère ou de votre père? Non, c'est du côté de ma mère.
c'était du côté de ma mère, c'était un frère oui, un oncle. Oui, C'était du côté de votre mère. le frère. Voilà. Et lui, il était enfin, il se considérait comme, il avait une identité de juif égyptien. Il habitait aussi au Caire, c'est ça? Et il habitait au Caire, voilà. Et il fait partie donc des rares juifs qui n'ont pas quitté voilà. 1956. Non. Alors, quand il a été en Israël, accompagné d'Anwar el-Sadat, il en a profité pour voir une de ses nièces qui était là-bas, c'est Soula, qui était à Beersheva, et qui ne comprenait pas pourquoi il voulait rester en Égypte, mais pour lui, c'était son pays. C'était son pays, c'était sa vie, il était intégré. Et alors, il ne devait pas être français ou d'une autre nationalité, ce qui lui a permis de ne pas être expulsé. Voilà, et c'était lui qui était président de la communauté à ce moment-là. Alors, voilà, la question, c'est ça, c'est celle de l'expulsion. C'est que ceux qui ont été expulsés, c'était les Français et les Anglais qui ont fait la guerre à Nasser, voilà, qui ont voulu reprendre le canal de Suez, qui l'ont repris, mais les événements politiques ont fait qu'ils ont cédé aux Américains et aux Russes. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit que c'était les prémices et la fin de l'Empire, voilà, la fin de la colonisation. C'était le début du nationalisme arabe et la fin des empires coloniaux français et anglais à ce moment-là. Voilà comment ça se situe. Le cas particulier des Juifs à ce moment-là, parce qu'il y avait des Juifs qui étaient italiens, qui avaient une nationalité italienne, oui. qui se sont enfuis également. Donc, c'était rapport à la guerre israélo-arabe de 56. Oui, c'est parce que enfin, je ne sais pas si les Italiens ont été obligés de partir. Non, je ne suis pas sûr que ce soit tous les Européens. Les Italiens, non, ils ne sont pas partis. Est-ce que tous les Juifs, en fait, c'est ça la question. Est-ce que tous les Juifs sont partis? Voilà, ils ont dû partir. Est-ce qu'ils se sont sentis obligés de partir? Alors, beaucoup de Juifs se sont sentis obligés de partir, sauf ceux qui étaient très arabisés et qui ont résisté aux pressions. Voilà. Mais effectivement, ils les ont effrayés, ils les ont un petit peu terrorisés pour qu'ils partent. Et finalement, ils sont partis, mais pas toujours tout de suite. C'est-à-dire que nous, on a eu un exil contraint, forcé, on avait 8 jours pour partir. Hein. Donc, on ne pouvait pas rassembler grand-chose. Par contre, les autres ont résisté. On résistait un petit peu plus. Voilà. Mais oui, je raconte un petit peu comment ma tante avait caché, elle était mariée avec un apatride, et elle a caché un petit peu son passeport et la police passait pour chercher les papiers. C'est-à-dire qu'ils essayaient quand même de rapatrier les gens dans une certaine légalité. Enfin, légalité pour eux. Voilà. Mais ils terrorisaient pour que tout le monde puisse partir. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a une communauté maintenant qui est très restreinte en Égypte. Mais il n'y en a quasiment plus là maintenant. Il n'y en a quasiment plus. Je crois qu'il en reste encore quelques-uns quand même. Hein. Il en reste encore quelques-uns. Alors, si vous partez, si vous voulez bien nous raconter comment est-ce que vous partez, combien vous étiez à ce moment-là. Voilà. Alors, ou alors on va parler aussi du couple que formaient vos parents. C'est des personnages. Votre père, c'est un peu un personnage à la Albert Cohen, hein, qui ressemble à des personnages qu'on retrouve dans la galaxie d'Albert Cohen. C'est-à-dire fils unique, enfin, mais je vous laisse en parler. Oui. Je ne veux pas trop je veux pas trop raconter parce que pour laisser du plaisir au lecteur aussi. Mais mon père était fils unique. Le grand-père avait une boutique, de mercerie, voilà, et c'est lui qui faisait vivre la famille complètement, le grand-père. Aslan, le grand-père. Et ma mère et mon père mon père était fils unique et ils habitaient avec mon grand-père et ma grand-mère. Voilà. Et c'est là où les soucis familiaux ont commencé, voilà, avec une inimitié entre ma mère et le grand-père, voilà, qui voulait la contraindre un petit peu, la soumettre, voilà. Et ma mère était un peu rebelle. Voilà. Alors, votre mère était un peu rebelle, en même temps, ça a été il y a eu un peu erreur sur, si on peut dire, quand on lui a présenté votre père, il y a eu un peu erreur sur la marchandise, mais
Enfin, c'était des mariages arrangés. Voilà, on se mariait entre juifs, voilà, et puis les présentations étaient faites par les parents. Voilà. C'était complètement des mariages arrangés. Donc, c'est vrai que ma mère, on lui a présenté, mais bon, on lui a présenté comme un intellectuel juif parce qu'il avait la première partie du bac, et elle a pensé comme ça. Pour pouvoir profiter ou vivre une ascension sociale par procuration, en quelque sorte. Mais pas de chance, ce n'était pas du tout ce qu'elle croyait. En plus, mon père était bel homme. Je pense qu'elle a aimé aussi le physique, mais elle ne s'est pas rendue compte dans quel piège elle tombait là. Voilà. Mais voilà. Mais elle voulait aussi faire plaisir à son père, parce que à ce moment-là, son père, c'était son héros. Et pour elle, son père ne pouvait pas se tromper. Voilà. Oui, c'est ça. Alors voilà, donc si son père avait choisi cet homme-là, bon, il était instruit, il a fait une bonne prestance, voilà, pourquoi pas. Alors, quelle joue la place donc, vous allez partir, ok, donc il y a ce souvenir d'Égypte. Vous vous retrouvez, je pense que le passage par Marseille n'est pas… Enfin, si, c'est intéressant parce que dans votre livre, en fait, ce qu'on découvre, c'est que vous avez vraiment connu la grande pauvreté. Et voilà, enfin, je vais vous laisser raconter, mais la grande pauvreté. Et lorsque vous arrivez ensuite à Villiers-le-Bel, bon, il y a plusieurs sujets, mais quelle est la place à ce moment-là de l'identité juive aussi dans cette installation, dans cette tentative d'intégration en France? Moi, mon identité juive a commencé à Villiers-le-Bel. C'était au Talmud Torah, et c'est là où j'ai rencontré une communauté juive. Voilà. À Marseille, non, on vivait isolé, complètement. Donc là, il n'y avait pas de communauté juive, je ne m'en souviens pas du tout. Ça a commencé, ma vie a commencé à Villiers-le-Bel, où je me suis retrouvé dans une communauté où on n'avait pas de synagogue, c'est-à-dire qu'on était, je dis qu'on était les juifs des caves, comme les musulmans se sont dit les musulmans des caves. Enfin, nous, la cave, c'était dans HLM, au 2e étage, mais ça a commencé comme ça, et puis la communauté, progressivement, s'est étoffée, et puis il y a une synagogue qui a été construite. Voilà. Mais les premiers juifs qui arrivaient à Villiers-le-Bel, c'était les juifs d'Égypte. Les juifs d'Égypte. Oui, on est arrivés les premiers, voilà. Et donc, au marché de Villiers-le-Bel, c'était un petit marché où on se serait cru au Caire. Complètement, tout le monde se parlait en arabe. Et il n'y avait pas plus de problèmes que ça, finalement. Quelle était la population? Donc là, on est quand? On est au début des années 60. On devait être en 58, 59, par là. Oui, voilà, c'est le début des années 60. C'est là où les grands immeubles se créent. Et on était très heureux d'avoir, même dans ces HLM, on était heureux d'avoir un appartement. C'était le paradis d'avoir un appartement à ce moment-là, alors qu'on était en exil, hein, quand même. Et donc, on avait un chez nous, quand même. Voilà, on se sentait chez nous. La famille se regroupait. Non, je crois que j'ai… Donc, oui, il y avait Oui, il y a un certain bonheur. C'est-à-dire que je ne fais pas de misérabilisme. Hein. On était pauvres. Il y a plusieurs types de pauvreté, en fait. Il y a la pauvreté matérielle, il y a la pauvreté culturelle, voilà, mais pauvreté matérielle, tant qu'on a en fait tant qu'on a de quoi manger, ce qui compte surtout, c'est l'affection qu'on peut avoir. Et là, on avait une famille qui s'était un petit peu regroupée. J'avais une tante, voilà, un oncle, des cousins. Donc, je crois que j'étais heureux parce que je me sentais moins seul et moins en insécurité. Voilà, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que avec mon père et ma mère, je me sentais complètement insécure. Voilà. J'étais un petit peu dans l'angoisse, on ne savait pas ce qu'on allait devenir. Là, on n'était plus seul et ça rassure. Et puis,
Alors, vous étiez l'aîné de la famille, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, en tant qu'aîné, est-ce que vous avez absorbé, parce que vous aviez une conscience plus ou moins inconsciente, je pense, de la fragilité, enfin des problèmes de vos parents, puisque votre père n'arrivait pas vraiment à travailler ou il ne travaillait Oui, pas, oui, donc dépendant de l'extérieur. Hein, oui. enfin, vous l'écrivez dans le livre. Hein, Oui, 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 non, non, mais ouais, bien sûr, oui, oui. Et, Oui, oui. en fait, et que vous aviez toute cette angoisse du lendemain, vous l'aviez, vous l'étiez approprié en fait, hein, vous l'aviez sur vos épaules. Complètement. Et puis, j'étais un peu parentifié par ma mère qui mettait tous ces désirs en moi. C'est-à-dire que je sentais que je portais presque le poids de mes parents sur les épaules. Il fallait que je satisfasse ma mère. C'est pour ça que j'ai travaillé à l'école aussi. C'est pour ça que j'ai… voilà. Oui, parce que vous étiez très bon élève, ça vous le dites. Oui, j'étais un bon élève. Mais il ne suffit pas d'être bon élève, hein, il faut aussi être motivé. Oui, tout à fait. Oui, oui. Non, non, il y a des très bons élèves qui ne réussissent pas du tout leur vie. Hein. Donc, Non, vous avez raison. Là oui, non, mais je voulais faire plaisir à ma mère. Voilà. Parce que je vouais un culte à ma mère. Voilà. Même si en Égypte, ce n'était pas tout à fait le cas, mais ça, on lira dans le livre. Mais à ce moment-là, oui, je sentais que c'est ma mère qui portait la famille. Ce n'est pas mon père. Mon père était plutôt un père absent. Voilà. Donc, voilà. C'est un personnage, oui, le personnage de votre père, il est absent, en même temps, il est très présent. Et on a l'impression qu'il subit tout, en fait. Il est aussi victime du système patriarcal. Vous racontez une scène, mais hallucinante, quand vous me posez la question, pourquoi est-ce qu'il a été fils unique? Alors ça, je ne vais pas dire Ah pourquoi. oui, mais non, ça, on ne peut pas le dire parce que c'est à la Parce fin que du c'est livre. Oui, c'est dommage. Voilà. Mais c'est-à-dire, alors, ce dont on va parler aussi, c'est le poids des traditions. C'est-à-dire, votre famille, elle est transférée comme ça, parce que ça pose plein de questions, pas oui, des questions, ça pose des problèmes qu'on se oui. pose Non, aujourd'hui avec l'arrivée des migrants. oui, Voilà, c'est-à-dire des cultures qui, somme toute, étaient très où l'irrationnel avait une grande part, le poids de la tradition, évidemment, religieuse, mais avec une grande part de superstition, d'irrationnel, et qui gouvernait encore votre vie à Villiers-le-Bel. on venait avec toutes nos traditions judéo-arabes. Voilà. C'est toute l'Afrique qu'on transposait, toute l'Afrique du Nord, mais il y avait beaucoup de croyances. Moi, je pensais qu'on était dans le siècle, qu'on était, ça y est, on avait passé le siècle des Lumières, qu'on était complètement dans la lumière, mais en fait, Non. non, pas du tout, pas du tout, comment on le verra dans le livre à la fin, mais on est toujours dans des croyances qu'on transporte, surtout par les femmes, on a l'impression aussi, qui sont plus les gardiennes des traditions, puisqu'elles n'ont pas, enfin, du moins, en Égypte, les femmes n'avaient pas accès donc à l'instruction. Instruction religieuse, voilà. Donc, ma mère, elle appliquait, mais elle ne savait pas pourquoi. Voilà, mon père n'expliquait pas trop. Je pense que j'ai été un petit peu sauvé par le Talmud Torah quand même. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut des religions, mais ça m'a apporté une certaine culture quand même. Ça m'a apporté un monde intérieur. On m'a parlé de Dieu parce que souvent, les traditions, on te dit fais ci, fais ça, et on ne t'explique pas pourquoi. Voilà. Et enfant, je ne comprenais pas trop pourquoi. Alors, heureusement qu'il y avait des professeurs au Talmud Torah qui nous expliquaient un petit peu, et on tombe toujours sur des personnes avec qui on accroche, voilà, et qui nous servent un petit peu de paire de remplacement dans notre instruction, dans notre culture, dans notre éducation. Tout à fait. Heureusement. Hein. Mais alors, tout à fait. Donc, le Talmud Torah, ça veut dire, c'est en l'occurrence l'organisation communautaire française. Exact. Hein, voilà, oui. qui avait le souci oui. d'organiser donc un Talmud Torah pour les enfants qui venaient d'arriver. Oui, mais c'est déjà quelques personnes qui ont pris ça en charge avant. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il
il y a une ou deux personnes, et ça se faisait dans un appartement qui était, voilà, où on mettait deux, trois tables, voilà, puis qui devenait une synagogue, on enlevait les tables et puis on se mettait à prier. Voilà, ça s'est fait comme ça au début. Et ensuite, la synagogue a été construite, pas tout de suite, hein, mais je me souviens qu'au départ, c'était des conditions. C'est des conditions difficiles. Je ne sais pas, je ne me rendais pas compte que ce soit aussi difficile. Moi, j'étais heureux de retrouver les autres, j'étais heureux d'avoir de l'éducation. Donc, on voit pas. Peut-être que les enfants ne voient pas les difficultés comme les adultes. C'est possible, ça aussi. Voilà. Non, tout à fait, tout à fait. Et puis, il faut connaître autre chose pour se rendre compte aussi de sa propre situation. Exactement. Voilà, exactement. Moi, j'étais heureux de sortir de comme enseigne. Voilà, je cherchais ce que je ne pouvais pas trouver chez moi. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que la tradition était très présente chez vous? Enfin, le rituel, votre mère le respectait, mais… oui, surtout sur l'alimentation. Effectivement, voilà, Shabbat, je ne sais pas si on faisait trop Shabbat, c'était surtout les grandes fêtes qu'on faisait. Voilà. Mais non, surtout sur le problème de l'alimentation, voilà, là, c'était manger cachère qui était plus important. C'était comment aller chercher de la viande cachère. Voilà, c'est ça c'est ça qui occupait un petit peu plus leur temps que de se poser des questions sur le Talmud ou sur la Torah. Oui, c'est ça, plus que l'étude. Plus que l'étude. Oui, bon, mon père, bon, ils avaient des livres de prière, voilà, on avait des livres de prière, mais à la maison, je dis souvent qu'il n'y avait pas grand livre, hein, il n'y avait pas beaucoup de livres, il y avait des livres de prière, il y avait un dictionnaire français, voilà, qui trônait là, en plein milieu, il y avait toujours ce gros dictionnaire de Larousse, voilà. Et puis, il y avait des magazines pour ma mère, voilà, c'est un magazine féminin, quelques magazines féminins qu'elle se partageait avec sa sœur, mais il n'y avait pas une culture vraiment. Il n'y avait pas une culture environnante, oui. Non, environnante, oui. Alors, la famille a continué à s'agrandir lorsque vous êtes en France. Et est-ce qu'il y a eu une grande différence entre vous, parce que vous êtes arrivés, il y avait vous et vos sœurs, c'est ça? Qui êtes arrivés qui êtes nés en Égypte encore? Oui, après, j'avais un frère et une sœur qui sont nés en Égypte. Donc, Voilà, on un est frère arrivés. Et une sœur? Oui. Ok, et ensuite, il y en a encore 4 autres qui sont arrivés? Oui, voilà, ça c'est un autre problème, ça, qui n'était pas vraiment voulu. Ça, c'était pas vraiment voulu, effectivement. Et là, ça a compliqué un petit peu le problème avec un papa qui était souvent au chômage. Hein. Voilà. Oui. Et est-ce que, en fait, est-ce que le côté les problèmes liés, le problème social lié à la famille qui s'agrandit avec, est-ce qu'il n'y avait pas un cumul de problèmes entre l'acculturation, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, et comment est-ce que vous vous en êtes sortis? Oui. Non, et en plus, dans le problème majeur, c'est un problème de couple qu'il y avait. Parce que ma maman n'était jamais satisfaite de mon papa. Donc, effectivement, il y avait une crise dans le couple. En permanence. À partir de là, on fait ce qu'on peut pour exister, pour survivre. Hein. Oui, donc, voilà. Mais d'autant plus que dans ces cas-là, moi, j'avais tendance toujours à justifier ma maman quand même. Voilà. Est-ce que les enfants, quand même, quoi qu'on en dise, des fois, ils prennent un peu parti quand même dans des conflits. Oui, ils ont besoin de savoir où est le bien, où est le mal. Vous n'avez pas de ressenti. Il y a un conflit, oui, il y a un conflit de loyauté, mais on a besoin de savoir où est-ce que le bon, où est-ce que le mauvais, parce que c'est assez pragmatique, c'est un peu manichéen, mais on a du mal à rester dans le doute. Voilà. On essaye d'être clair dans notre tête. On ne peut pas rester. Enfin, pour les enfants, surtout pour les enfants à cette période-là, qu'on n'aide pas à penser. Parce que
Maintenant, on essaye de faire penser les enfants par eux-mêmes très tôt, mais à l'époque, avec les traditions, puis c'était assez autoritaire pour les enfants. C'est-à-dire que c'était pas la même éducation. On a vu, on réglait ça par des fessées quand ça allait pas. Voilà, on n'essayait pas du tout de discuter. Hein. François Dolto est arrivé ensuite. Hein. Donc, c'était ça l'éducation. Il fallait obéir. Voilà. Donc, on n'arrivait pas les enfants ne pensaient pas par eux-mêmes. Voilà ce que je veux vous en dire. Vous ne les écoutez pas. Peut-être qu'ils pensaient par eux-mêmes, mais enfin, on n'en tenait pas compte. Vous avez dit qu'on n'en tenait pas compte. On ne les écoutait pas et ils ne voulaient pas non plus parler. Et puis, en plus de ça, on ne parlait pas vraiment de ce qui se passait au domicile. C'est comme s'il y avait une interdiction tacite un petit peu de parler de ce qui se passait au domicile. On le gardait pour nous. Oui. Donc, c'est ce qui a conduit au secret de famille, d'ailleurs, de ne pas parler de ce qui se passe dans le noyau familial nucléaire et de garder, pour pas que les autres le sachent. Voilà. On pouvait parler des fois entre frères et sœurs et à peine, mais pas à l'extérieur. D'autant qu'on se disait, bon, à quoi ça sert d'en parler à l'extérieur? On aimait nos parents quand même, donc on ne voulait pas trop les accabler en parlant à l'extérieur. Voilà. Est-ce qu'on va nous croire? En fait, on gardait pour nous. On gardait pour nous. C'est pour ça que maintenant, ce qui n'allait pas, vous le gardiez pour vous. Oui. Mais vous aviez quand même assez souvent la visite de… Bon, enfin bref, ça, on le lira dans le livre. Hein, vous étiez bien encadré par alors les services sociaux, communautaires ou pas, des gens qui venaient vous dire, s'assurer que tout allait bien. Oui, mais ma mère faisait ce qu'elle voulait quand même. Hein. C'est ça, oui. Vous avez des mots terribles. Oui, c'est-à-dire qu'elle accepte les services sociaux tant que ça peut lui amener quelque chose. Mais vous avez vu que quand elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Mais à un moment donné, dans le livre, vous utilisez des qualificatifs sur votre mère qui sont terribles. À la fin du livre, pas au début. Non, pas au début. Vers la fin, où vous dites, en fait, je dois me résoudre, ma mère est ceci, cela. Voilà. Et j'imagine que c'est… Enfin, c'est terrible, pas facile. oui. Terrible. Non, c'est pas facile, c'est terrible. C'est terrible. Et oui. Et donc, à partir de là, je commence à me détacher. Sinon, j'étais extrêmement fusionnel avec ma mère, complètement fusionnel. Je ne décrochais pas de ma mère. Hein. J'étais extrêmement timide. C'est-à-dire que… et puis, quand on est fusionnel avec sa maman, on a beaucoup plus de problèmes avec les femmes pour aimer les femmes. Là. Ça, c'est vrai que… Oui, c'est ce qui m'a sauvé, c'était l'amour après, mais au départ, pour trouver l'amour, c'est pas comme les autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre, on se sent prisonnier, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on aime ou si on fait semblant ou si on fait comme les autres. Voilà, on ne sait pas si c'est de l'amour, du désir, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, en fait, oui, c'est terrible les mères fusionnelles comme ça. Alors, vous avez… Alors, bon, il y a un autre personnage où, pour le coup, votre mère a été très dure, en même temps, probablement qu'elle elle a sauvé sa peau, c'est par rapport à votre grand-père, puisqu'elle a décidé que vous ne verrez plus votre grand-père, que les petits-enfants ne verraient plus leur grand-père, qui, eux, étaient restés à Marseille. Elle a coupé tous les liens avec eux, avec les grands-parents, qui étaient ses beaux-parents à elle. Et ça semble très cruel, en fait. Et comment est-ce que vous l'aviez vécu, en fait? Vous aviez compris les enjeux qu'il y avait là-dessous, derrière Pas tout de suite. Je l'ai compris que quand j'étais beaucoup plus grand. Je l'ai compris. Non, au départ, j'étais le jouet de ma mère. J'étais complètement son jouet. C'est-à-dire que je parle, moi, de lavage de cerveau un petit peu. Mon grand-père, je l'adorais en Égypte. Et petit à petit, elle m'a tellement dit du mal, que j'avais oublié que je l'aimais. Et puis, elle nous en a détachés complètement. Voilà. Et c'est bien plus tard que je me suis dit, mais ma mère, elle est comme ça.
C'est-à-dire que c'est elle qui nous a détachés. Je me Manipulé. suis dit, mais elle nous a manipulés, c'est extrêmement cruel, c'est-à-dire qu'elle a pensé qu'à elle et à sa vengeance. Voilà. Donc, elle s'est vengée, et puis mes grands-parents sont restés tout seuls à Marseille et n'ont jamais eu de contact avec leurs petits-enfants. Elle s'est vengée. Oui, voilà. Mais nous, on ne s'en rendait pas compte parce qu'on pensait qu'il y avait des méchants, il y avait des gentils. Donc, on pensait que c'était un méchant et qu'elle avait raison. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, Ça va être convaincante. mais à l'époque, il n'y avait pas de psychothérapie, de psychanalyse. Non, quand je pense qu'en Argentine, parce que j'ai le bouquin d'Amora Guena où il dit qu'à partir de 6 ans, il avait 3 séances de psychanalyse par semaine, ça fait rêver. Oui, parce que c'était les années 70. Oui. Oui, mais je pense que c'est possible, hein, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire de la psychanalyse aux enfants très tôt, mais bon, est-ce qu'on en a les moyens? Je veux dire qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour faire tout ça. Et voilà. Alors, oui, allez-y. Ouais, non, ce que je voudrais juste un peu continuer, c'est que ce qui est formidable, c'est que vous faites donc des études de médecine, que vous réussissez, donc vous êtes l'exemple concret de cette blague juive. Quelle différence y a-t-il entre un tailleur et un psychiatre? Une génération, voilà. Oui, non, mais complètement. C'est-à-dire qu'on est dans les archétypes complets. Voilà. On est dans les archétypes complets. Dans les archétypes complets, par le pouvoir qu'avait ma mère de penser pour nous. Voilà, on voulait tous lui faire plaisir, on voulait tous faire les études, on savait que ça lui faisait. Et on l'aimait, on la voyait se sacrifier. On la voyait travailler sans arrêt, c'est-à-dire que bon, on la voyait très énergique. Voilà. Donc, on essayait d'en faire autant. Voilà, pour la satisfaire. On voulait la satisfaire. Ça peut être un moteur, c'est un moteur. Je pense que c'est un grand moteur pour beaucoup de juifs, oui, par rapport à leur famille, par rapport aux sacrifices que. Mais ça, il y a beaucoup de familles où. Mais les juifs ont réussi aussi parce qu'il y a eu des sacrifices de certaines générations. Voilà. C'est-à-dire que si on saute du tailleur au psychiatre, c'est parce qu'il y a des parents qui se sont sacrifiés pour que leur enfant puisse devenir psychiatre. Alors, oui, c'est tout à fait juif. Mais c'est très juif, ça. On dit que c'est très juif, hein, parce que c'est pas. On ne voit pas ça dans toute la population française, hein, loin de là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on ne devient pas, on ne fait pas des études brillantes et on ne devient pas comme ça, quoi. C'est pas. Oui. Il y a ceux qui sont capables et pas d'autres. Non, il faut. Non, un tailleur juif voudra que son fils soit psychiatre, un tailleur français entre guillemets voudra que son fils soit tailleur, point. Et reprenne la boutique. Voilà. Effectivement, mais oui, ça dépasse l'humour juif, c'est vrai. C'est complètement vrai. Alors, comment est-ce que vous avez atterri, puisque là, vous êtes dans les Vosges, à Remiremont, quel a été votre parcours et puis, est-ce que pour vous, ça n'a pas été… en fait, vous vous êtes très, très bien intégré, mais bon, vous êtes quand même arrivé jeune, etc. Est-ce qu'il y a eu… est-ce que vous vous êtes senti après un peu différent ou en fait, pas du tout, vous êtes bien intégré dans… ça n'a pas été un problème? Bon, on était dans les années 70, quoi, j'imagine. 70-80 maintenant, la question ne se pose pas, on doit vous prendre pour un Corse avec votre nom. Oui, oui, au début. Mais enfin, maintenant, ici, tout le monde sait que je suis juif maintenant, parce que donc, je suis dans les journaux très, très souvent. J'étais le président de la communauté d'Épinal. Donc en fait, on le sait. Donc, je me cache pas. Voilà. Oui, non, ça a été difficile de savoir où j'en étais. C'est-à-dire que dans ces exils, il y a aussi un exil intérieur. Il n'y a pas qu'un exil extérieur. Donc souvent, on s'exile soi-même et on ne sait pas comment sortir de cet exil. Donc, on ne sait pas toujours comment dire qu'on est juif. Alors, on s'exile soi-même. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire qu'on rentre un petit peu à l'intérieur de soi. On est assez silencieux sur sa famille. C'est-à-dire que là, une fois que j'ai fait ce livre-là, tout le monde est étonné
puis en même temps, voilà, ils comprennent un petit peu mon parcours, mais jusqu'à là, tout le monde imaginait autre chose de moi. Voilà. Donc, on s'exile à l'intérieur, c'est-à-dire que oui, on a un monde très intérieur où la communauté tient une grande place. Donc, c'est vrai qu'on se sent bien entre juifs parce qu'on ne sait pas si à l'extérieur il y a du danger, quel danger il y a. Voilà, donc voilà. Mais il y a aussi un risque de s'exiler trop à l'intérieur, c'est que à un moment, on ne pense plus vraiment comme soi-même. C'est-à-dire qu'on est obligé quand même d'aller vers les autres, même les autres non juifs, pour avoir une identité suffisamment ouverte. Voilà. Non, quand je parle d'exil intérieur, c'est aussi des problèmes d'identité. C'est-à-dire que si on a une identité trop fermée, voilà, actuellement, voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'intégrisme un petit peu partout à cause de ces identités fermées. Une identité fermée, c'est-à-dire qui ne permet pas de s'ouvrir à la culture environnante. Exact, oui, pas complètement. Du moins, avec toujours une certaine réticence, une certaine crainte. Mais c'est-à-dire que quand pendant 20 ans on me disait qu'il ne fallait pas rentrer dans une église, c'est un petit peu compliqué de sortir de là, parce qu'à chaque fois qu'on sort de là, on fait une transgression quand même par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à nos traditions. Les traditions, qu'on le veuille ou pas, nous marquent beaucoup quand même. Tout à fait. Oui, et donc on met une certaine énergie à pouvoir se sortir de là. Voilà. Et je veux dire, à un moment, quand on fait l'exil intérieur, c'est que on reste dans ces traditions, on reste dans soi-même, et on ne partage pas forcément avec le plus grand nombre. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand on est jeune comme ça et qu'on a eu mon évolution, comment il fallait se comporter quand on rencontre des prêtres, quand on rencontre… on ne sait pas comment on va être regardé, comment on est perçu. Parce qu'on nous dit toujours de se méfier des antisémites, de se méfier de ci, etc. C'est ce qu'on disait quand on était enfant, donc c'est ce qu'on ressentait. C'est ce qu'on ressentait. Donc ensuite, on a un peu plus de mal à s'ouvrir si on ne s'est pas ouvert plus tôt. On met beaucoup plus de temps. Est-ce que vous êtes retourné en Égypte depuis 56 ? Je suis retourné il y a 10 ou 20 ans. Voilà, oui, je suis à peu près. Mais j'ai été très bien accueilli. Enfin, c'est-à-dire lorsque les douaniers voyaient que vous étiez né… oui, ils m'ont dit bienvenue. Ils m'ont dit bienvenue. Ensuite, étonnamment, j'avais l'accent complètement égyptien. Donc, quand vous parliez français, arabe ? J'ai parlé arabe jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans. Voilà, et après… vous avez oublié. J'ai oublié. Et puis, est-ce que j'ai pas eu honte de parler arabe à un moment? C'est possible. Mais là, maintenant, et du coup, vous comprenez un peu quand même? Je comprends un petit peu, mais… c'est-à-dire qu'à 20 ans, j'étais encore capable d'écouter des films arabes et de comprendre la signification. Maintenant, j'ai beaucoup plus de mal. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'accent, il reste là. Voilà. Donc, je me souviens dans une boutique, je suis rentré dans une boutique. J'étais en Bermuda avec l'appareil photo, le gros appareil photo. C'était encore à l'époque où il y avait des gros appareils photo. Voilà. Le commerçant était sur son échelle de dos. Et puis, j'ai dit quelques mots en arabe. Il s'est retourné, il a regardé, il a vu personne et il est remonté. Voilà. Et puis, j'ai dit encore un autre mot. Alors là, il commençait à vous n'aviez pas le physique de la voix. Non, je n'avais pas le physique de la voix. Et surtout que je parlais à chaque fois qu'il avait le dos tourné. Il est devenu fou. Alors, ensuite, bon, ils sont sympas, les Égyptiens. Donc, après, j'ai parlé devant lui. Il est venu m'embrasser.
Alors, mais parce que j'étais connu comme voilà, voilà. Et puis après j'ai fait des belles rencontres voilà, mais quand même, c'est-à-dire que je me souviens dans ce voyage, j'étais adopté par les gens mais donc ils m'emmenaient au restaurant, dans leur petit restaurant, etc. Mais il me dit dis pas que tu es juif. Hein. Oui, C'est-à-dire oui. que voilà, mais c'est-à-dire qu'il y avait quand même un antisémitisme ambiant, quand même. Voilà. Alors, mais à l'époque où nous étions en Égypte, on ne se rendait pas compte du tout parce qu'on ne faisait pas la différence entre l'Égyptien, C'était une autre arabe, époque. égyptien. C'était une autre C'était une autre époque. époque. C'était une autre époque et Ils, voilà. ils vivaient les uns avec les autres. Voilà. Ouais. Mais même s'il y avait une rue des Juifs, voilà, Mahat al-Yahoud, voilà, au Caire. Ça aussi, peut-être qu'on ne l'a pas dit aussi, c'est la grande différence, c'est que il y avait une différence de classe sociale entre mes parents. Ah oui, oui, Ah, tout à fait. Ouais. oui, oui. Et donc, ma mère n'a pas supporté de perdre sa classe sociale parce qu'elle était d'Héliopolis. Hein. Voilà, elle était d'Héliopolis. Elle avait un oncle avocat. Voilà, donc on dit tout. Hein, quand On a donc l'avocat. Oui. oui, non, mais Donc, ça, c'est la blague juive aussi. Voilà, qu'est-ce que font les deux? Voilà, l'un est médecin et l'autre est avocat. ouais. Mais D'accord. elle Non, est, mais écoutez, mais ces c'est trop histoires, vrai. c'est votre histoire qui est une histoire d'exil, d'intégration, de rencontre de la grande histoire, enfin, puisque Oui. vraiment 56, 67, on traverse toutes les années 60-70 depuis l'Égypte. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je voudrais demander juste à nos auditeurs si quelqu'un veut poser une question qui se manifeste, parce qu'on arrive un peu vers le bout là. Est-ce qu'il y a une question sur… non, il n'y a pas de question. Bon, alors comme dirait l'autre, c'est moi qui pose la première. Ou Yoav. Ah ben, Yoav qui a aussi des origines égyptiennes d'ailleurs. Voilà, ça Ils se m'a sont arrêtés en beaucoup, Israël. Hein. ça m'a touché beaucoup parce que ma famille est, voilà, côté papa est né en Égypte, italien, mais Oui. voilà, Après israélien. ben après israélien. Ouais, ça, c'est aussi un élément intéressant dans le livre, hein, parce qu'il y a une partie de votre famille en Sibéonie qui va partir en Israël Oui. en 56 et qui va écrire à sa famille parisienne pour leur dire surtout ne venez pas. Ne venez pas, oui. Et ça, je comprends. Ah oui. Ah non, Non, mais non, bon, je pense que ça a été très dur pour ceux qui sont partis en Israël quand même. ah bah, Voilà. Mm. Là, ma tante me racontait hein, ça quand elle partait chercher de l'eau à Beersheba, parce qu'on les a mis tous à Beersheba. Puis il y avait une différence entre les Séfarades et les Ashkénazes. Hein. Mm. Ça, c'est un autre problème aussi. ah oui, oui, mais Voilà, ça c'est un vrai sujet et en Israël, c'est un vrai ils en parlent sujet. beaucoup, bien sûr. Oui, oui. Donc, ils étaient dans des airs à des kilomètres du moindre point d'eau. Hein, donc, c'était quand même. Voilà. Mais bon, maintenant ils ont bien réussi leur vie, ils sont réussis. Donc, il n'y a pas. Voilà. Mais quand même, ils nous ont dit non, il vaut mieux ne pas venir. C'est trop dur. Alors, à Beersheba, c'était plus Égypte qu'en Égypte. Oui. Exactement. Non, c'est bon, ouais, c'est des histoires une histoire de vie en tous les cas tout à fait Oui, intéressante oui. qui continue. Oui. Que vous Mais voulez c'est des histoires courtes, hein. C'est-à-dire que je les ai fait en forme d'histoire courte de une ou de deux pages. Hein. Donc, je ne savais pas si ça allait prendre ce type d'histoire courte comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui sont faits comme ça. Mais finalement, on s'y laisse prendre. Oui, La oui, je plupart des gens. confirme. Je confirme. Je confirme, c'est une succession de chapitres effectivement assez courts et qui ne vont pas forcément l'un avec l'autre. C'est-à-dire le tout forme un Oui, ensemble, mais exact. un Oui, chapitre n'est pas la suite du oui, précédent. oui. Mais Et c'est chaque fois des petites histoires. Franchement, vous avez un talent de conteur qui se lit de manière très agréable. Et bon, voilà, c'est… non, Léon oui, Sibéoni, donc vous serez au Salon du Livre de la Vizzo à Strasbourg qui aura lieu le oui, 5 décembre, je le voilà. rappelle. Oui, oui. Je serai là. Comptez sur moi et merci beaucoup. Eh ben, écoutez, super. Merci beaucoup. Merci Voilà. à vous. Merci beaucoup Léon. On va s'arrêter là.
Là, il est 57, à moins que quelqu'un veuille parler, mais sinon, non, il n'y a personne qui… Si, Si vous permettez, Oui. Ok, très bien. moi je vis en Israël, d'origine suisse. Et je me rappelle que j'ai lu, quand j'étais à Paris en 68-70, le livre de Lucien Elia, Les ratés de la diaspora, qui est la description d'une famille juive libanaise qui quitte, à la fin, ils arrivent en France et ils se rendent compte qu'ils ont plus ou moins échangé une diaspora avec toute la problématique de diaspora avec une autre diaspora. Ce que je vous demandais, moi, je voulais laisser la diaspora derrière moi. Et je demande aujourd'hui, après 50 ans, si j'ai réussi, si je n'ai pas réussi. Je vous demande, si vous permettez, c'est peut-être un peu personnel, vous n'avez pas l'impression d'avoir échangé une diaspora problématique avec les rapports avec le non-juif, le prêtre, comme vous avez dit, les églises, avec une autre diaspora avec les mêmes problèmes, finalement, comme pour votre identité juive. Je vous demande parce que ça m'a toujours fasciné ce phénomène de diaspora à part diaspora, parce que les Juifs, ils sont un peu là, après ils sont là, après un exil, il y a des catastrophes, et finalement, ils continuent leur situation diaspora, exil. Vous n'avez pas un peu cette impression? Oui, mais est-ce que ce n'est pas notre destin? C'est-à-dire Peut-être, oui. d'être en diaspora, le peuple du livre, et on amène quelque chose aux autres nations. C'est ce que dit d'un certain côté Edgar Morin quand il parle de post-Maran. Voilà, c'est intéressant parce que même si on perd nos racines, on amène quelque chose au monde. Voilà. Et il cite Spinoza et Montaigne, par exemple. Oui. Donc, on amène quelque chose même si on est en diaspora. Et peut-être que notre difficulté en diaspora nous oblige à nous adapter et à amener quelque chose peut-être à l'humanité. Maintenant, je ne veux pas trop… Vous connaissez le livre Voilà. peut-être de George Friedman qui explique qu'Israël, c'est la fin du peuple juif. Dans les années 60, il a écrit Israël, fin du peuple juif, parce que le désir d'être normal comme tout le monde enlève au peuple juif cette spécificité dont vous venez de parler. Oui, oui, mais il y a encore Exactement. beaucoup de gens en diaspora. Il y a encore une grande diaspora, heureusement. Voilà. Oui. C'est très intéressant. Oui, oui. Voilà. Quelqu'un veut dire autre chose? Parce que là, Voilà, là, je pense que sinon, on doit terminer. D'accord. OK. Alors, je voudrais juste remercier Martin pour votre question, votre remarque qui était très intéressante. Et ça, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un sujet vraiment là-dessus, sur la perception du juif aujourd'hui, en tant que juif en France, par exemple, par rapport à notre environnement. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais. C'est-à-dire par rapport à comment est-ce qu'on se perçoit dans notre environnement diasporique, en l'occurrence en France. Voilà. Bon, OK. Ça sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci tout Ça le m'a beaucoup monde. touché. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci, On se voit lundi prochain. Ok, merci. OK. À lundi. Merci Gabriel. Merci. Allez, au Au revoir. revoir. Merci.